Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des vidéos sur la réentrée intranodale. Donc on va commencer avec la deuxième partie sur laquelle on va se concentrer sur le diagnostic endocavitaire. Voilà la dernière plaque sur laquelle on s'est quitté. Donc on avait défini ensemble ce qu'était qu'un seau de conduction, sa définition, comment le repérer, les pièges éventuellement dans lesquels il ne faut pas tomber. Et donc, on continue notre cas clinique avec un patient de 30 ans donc, qui fait des palpitations à type de Bouvray. On a deux sondes à l'intérieur, une sonde sur le is, une sonde dans le sinus coronaire qui est poussée un petit peu trop loin, on l'avait dit la dernière fois. On peut quand même bien sûr interpréter les manœuvres, mais il faut garder en tête qu'il y a du coup un petit délai entre l'oreillette issienne et l'oreillette dans le sinus coronaire. D'accord ? On continue de faire nos manœuvres avec des S1 et des S2, donc nos extrasystoles atriales sur la sonde du sinus coronaire. À nouveau, je n'ai pas montré le train de S1 à 600 millisecondes, j'ai seulement montré le S2 ici. D'accord ? Et qu'est-ce que l'on va voir pour un couplage à 320 millisecondes? On se souvient que auparavant, le dernier couplage que l'on a fait, c'était 350 millisecondes, et là, on avait vu apparaître un saut de conduction, mais sans écho. D'accord ? Et là, pour un couplage de 320 millisecondes, donc encore un petit peu plus court, du coup, on va stresser encore un petit peu plus les voies de conduction. La voie rapide est à nouveau bloquée et on passe sur la voie lente, cette fois-ci avec un AV encore un petit peu plus long que pour 350 millisecondes, ce qui est logique puisqu'on stresse à nouveau de plus en plus les voies de conduction et notamment la voie lente. Et du coup, ce délai qui est long va laisser le temps à la voie rapide de récupérer, de sortir de sa période réfractaire. Et donc, on a une oreillette qui est ici, d'accord? Donc, une oreillette rétrograde. Et on voit qu'on a lancé une tachycardie, d'accord, dans les suites. Et on voit donc ici stimulation, stimulation, PR long. Et là, on voit sur le D1 QRS, 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 avec une oreillette, une oreillette, une oreillette, une oreillette. Donc, on se retrouve avec une tachycardie régulière à QRS fin, avec autant d'oreillettes que de ventricules. D'accord ? Il faut donc maintenant réussir à mettre en évidence que cette tachycardie que l'on a induite est bien une réentrée intranodale. Donc, pour pouvoir confirmer qu'il s'agit bien d'une rentrée intranodale, on va non seulement confirmer, donc, grâce à des manœuvres, qu'il s'agit bien de cette tachycardie, mais on va aussi éliminer les autres tachycardies. Et c'est surtout par élimination que l'on va procéder. Donc, on sait que les différents diagnostics possibles, globalement, sont une tachycardie supraventriculaire de type tachycardie atriale avec une conduction 1 pour 1, une réentrée intranodale, une réentrée sur voie accessoire, et éventuellement une tachycardie jonctionnelle ectopique, globalement. Donc la première chose très simple que l'on va regarder, alors bien sûr c'est le rapport AV, et là on voit qu'il y a un ventricule, une oreillette, etc. Donc il y a autant d'oreillettes que de ventricules, donc ça ne nous aide pas spécialement. On va regarder ensuite la dépolarisation du sinus coronaire. À nouveau, je vous ai mis les petits textes pour que vous puissiez mettre pause et vous caler sur les diapositives si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, on regarde la dépolarisation au niveau du sinus coronaire, d'accord, et on voit l'activation de l'oreillette qui se fait de proximal à distal depuis le sinus 3-4 vers le sinus 1-2, et donc cette dépolarisation, elle se fait depuis l'oreillette droite vers l'oreillette gauche plutôt, d'accord. Donc on a ce qu'on appelle une activation concentrique du sinus coronaire, ce qui est tout à fait compatible avec une réentrée intranodale. Bien sûr, c'est compatible avec d'autres diagnostics. Par contre, ce n'est pas compatible avec une réentrée sur voie accessoire orthodromique utilisant une voie accessoire latérale gauche. Puisque si on utilisait une voie accessoire latérale gauche, l'influx rétrograde, l'oreillette rétrograde naîtrait sur la partie latérale, donc sur le sinus coronaire plutôt distal, et on aurait une activation du sinus coronaire de distal à proximal. Donc déjà, le sinus coronaire proximal à distal nous permet d'éliminer une réentrée orthodromique sur voie accessoire latérale gauche. C'est déjà pas mal. Ensuite, la deuxième chose que l'on va mesurer, c'est le VA. Et là, la mesure du VA en tachycardie va donner beaucoup d'informations, mais encore faut-il bien le mesurer, ce VA. Donc, la définition, c'est le premier V activé sur l'électrocardiogramme de surface. D'accord ? Donc là, on a pris les 12 dérivations, pris la première dérivation, on va dire que c'était le D1, et on se cale au début du D1. Donc là, on a le V du VA.
Et ensuite, l'oreillette, il faut prendre l'oreillette ischienne sur le canal ischien. Donc au début, si là on a du mal à voir l'oreillette ischienne, eh bien on peut se rabattre sur l'oreillette au niveau du sinus coronaire. Mais du coup, on va mesurer un VA qui est donc ici à 26 millisecondes. OK. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était comme la sonde dans le sinus coronaire était poussée un petit peu trop loin, eh bien, il va y avoir du délai entre l'oreillette ischienne et l'oreillette du sinus coronaire, et donc notre VA ne va pas être parfaitement exact. Il est beaucoup plus pertinent de mesurer le VA sur le canal ischien, et donc d'essayer dans ce signal un petit peu complexe ici, de repérer ce qui est du ventricule, ce qui est de l'oreillette. Ce travail, je l'ai fait ici pour vous montrer. On voit lorsque ce n'est pas fusionné, qu'on a une stimulation avec l'oreillette ici, le ventricule là, on voit les deux composantes du signal. L'oreillette qui est bien sharp, puisque là, en l'occurrence, on est sur la partie proximale du dipôle de la sonde ischienne, donc on est plutôt atrial. Et donc, on a une grande oreillette sharp et un ventricule un petit peu mou. Et donc, quand les deux signaux se mélangent, on retrouve la grande oreillette sharp qui est en premier et le ventricule ici qui est un petit peu mou. Donc, en fait, le signal atrial, eh bien, il est là, au tout début, d'accord? Et donc là, en l'occurrence, si on mesure le VA avec l'oreillette ischienne, on voit que le VA, il est à 0, le ventricule et l'oreillette tombent en même temps, d'accord? Ici, peut-être que le VA, il serait à 4 millisecondes sur le tout premier battement. Vous voyez que c'est un tout petit peu décalé, le temps que se cale un petit peu la tachycardie. Mais si on prend le V et ici le sharp du A, on va avoir peut-être 3 ou 4 millisecondes. Donc, on se rend compte déjà que pour mesurer le VA et qu'on parle tous de la même chose, c'est important de bien prendre le premier V activé sur le CG et de prendre l'oreillette ischienne et pas une oreillette ailleurs, parce que dans ce cas-là, en tout cas, il faudra prendre en compte le délai potentiel entre l'oreillette ischienne et l'oreillette que l'on a mesurée si on l'a mesurée ailleurs. D'accord ? Donc, le critère que vous connaissez probablement, c'est le critère VA inférieur à 60 millisecondes, qui est en faveur d'une réentrée intranodale par rapport à une réentrée sur tachycardie orthodromique sur voie accessoire. D'accord ? Donc ici, le fait que non seulement le VA est inférieur à 60 millisecondes, mais en fait, il est même quasiment nul, ce VA. Donc ça, c'est très en faveur d'une réentrée intranodale, puisque l'activation de l'oreillette et du ventricule se fait en même temps, alors que dans une réentrée sur voie accessoire, elle se fait de façon séquentielle, d'abord le ventricule, puis l'oreillette, puis le ventricule, puis l'oreillette. Alors que là, comme on a la tachycardie qui tourne dans le nœud AV et ses environs, eh bien, on a l'oreillette rétrograde et le ventricule qui s'activent en même temps, d'où le fait que l'on a un VA qui est quasiment nul, ou en tout cas très court. OK ? Voilà pour ce que l'on peut déjà mesurer en tachycardie sans même faire de manœuvre. On regarde le ratio A et V, on regarde l'activation du sinus coronaire et on mesure le VA. OK. Ensuite, maintenant, on va faire une première manœuvre. On va délivrer des extrasystoles ventriculaires en période réfractaire ischienne. Donc là, tout en laissant le patient en tachycardie, on va pousser notre sonde qui était sur le IS dans le ventricule et on va la mettre à l'apex du ventricule. Ces manœuvres, extrasystole ventriculaire en période réfractaire ischienne et le PPI, le post-pacing intervalle, ont été décrites avec la sonde à l'apex. Donc, il faut pousser la sonde à l'apex pour pouvoir utiliser les valeurs de référence pour diagnostiquer la réentrée intranodale par rapport à la tachycardie jonctionnelle sur voie accessoire. Okay. Donc, on a notre patient qui est en tachycardie en 1 pour 1 avec un VA nul, avec un cycle à 330 millisecondes ici. D'accord. Et on va appliquer des extrasystoles ventriculaires. Vous voyez ici donc sur le canal appelé ischien qui est en fait maintenant un canal ventriculaire puisqu'on a poussé la sonde à l'apex du ventricule. On va envoyer des extrasystoles avec un couplage de plus en plus court, 310 millisecondes, 290 millisecondes, 280 millisecondes, tout en sachant que l'idée, c'est d'envoyer une extrasystole ventriculaire alors que le IS est en période réfractaire. Si on prend ici un petit schéma pour bien comprendre, lorsque on a la voilante si c'est bien une réentrée intranodale en l'occurrence, on a la voilante qui amène l'influx, on a le IS qui est dépolarisé, qui donne un ventricule, donc ça c'est ce QRS là, d'accord. Puis ensuite on a la voie rapide qui est utilisée, qui donne cette oreillette là.
Puis ensuite, on a la voie lente qui redescend et on a à nouveau un is et le ventricule. Et donc, on sait que on a mesuré en tout début de cas clinique que le HV de ce patient était à 54 millisecondes. On sait donc que lorsque l'on voit le ventricule, eh bien, le IS a commencé à être dépolarisé 54 millisecondes avant, puisque c'est la valeur du HV. Donc, si on prend le temps entre le dernier ventricule et le temps du cycle moins le HV, c'est-à-dire en l'occurrence là 278 millisecondes, on sait que si on envoie une extrasystole entre 278 et 332 millisecondes, on va être dans une fenêtre durant laquelle le IS est en période réfractaire, il est utilisé de manière antérograde. Et donc, si on arrive à pénétrer l'oreillette, c'est-à-dire si on arrive à anticiper l'oreillette en envoyant une extrasystole ventriculaire alors que la porte du IS est fermée, ça veut dire qu'il y a une deuxième porte et ça veut dire qu'il y a tout simplement une voie accessoire qui conduit de façon rétrograde l'influx électrique. D'accord ? Dans une réentrée intranodale, lorsqu'on va envoyer les extrasystoles en période réfractaire du IS, on ne va rien changer à la tachycardie, puisque la porte du IS étant fermée et vu qu'il n'y a qu'une seule porte entre les oreillettes et les ventricules, eh bien, on ne change absolument rien avec notre extrasystole ventriculaire. Ici, on voit qu'on envoie une extrasystole à 310 millisecondes. Ici, on voit l'artefact de dépolarisation, le QRS qui change. Et pourtant, l'oreillette ne change pas, c'est-à-dire que le cycle de la tachycardie n'est pas perturbé. On a toujours 332 millisecondes. Lorsqu'on envoie une extrasystole à 290 millisecondes de couplage avec un QRS donc, qui commence plus précocement, on ne change pas non plus le cycle de la tachycardie. De même, quand on va jusqu'à la limite, c'est-à-dire 280 millisecondes, on n'arrive pas à anticiper l'oreillette suivante. La tachycardie continue comme si de rien n'était. Donc là, on a un argument en faveur de l'absence d'une voie accessoire rétrograde, notamment septale, qui permettrait de outrepasser la porte ICN puisqu'elle est fermée lors de la période réfractaire et d'anticiper l'oreillette. Il faut savoir que cette manœuvre peut être mise à défaut notamment pour les voies accessoires latérales gauche lorsqu'on stimule depuis l'apex parce qu'il peut y avoir un temps qui est trop long entre le temps de conduction entre l'apex et la voie accessoire latérale gauche, et on peut se retrouver avec une absence d'anticipation lorsqu'on stimule depuis l'apex du ventricule droit, tout simplement parce que le temps de conduction intraventriculaire est trop long. Donc cette manœuvre-là, elle est pertinente pour les voies septales, d'accord ? En général, elle est pertinente aussi pour les voies droites. On va se faire moins avoir que pour les voies latérales gauche. Et pour les voies latérales gauche, eh bien, on a l'autre technique qu'on avait dite, qui était de regarder l'activation du sinus coronaire. Donc, on sait déjà qu'il n'y a pas de réentrée sur voie accessoire latérale gauche, puisque le sinus coronaire 3-4 s'active avant le 1-2. Donc, on sait qu'il n'y a pas de voie accessoire latérale gauche utilisée de façon rétrograde. On sait qu'il n'y a pas de voie accessoire septale utilisée de façon rétrograde grâce à ces extrasystoles en période réfractaire ICN. Voilà les trois réponses possibles. Donc, on a dit sur une réentrée intranodale, on tourne à l'intérieur du nœud AV en utilisant un petit bout d'oreillette, on le rappelle, ou en tout cas, on va considérer qu'on utilise un petit bout d'oreillette, mais là, je ne l'ai pas représenté. Donc, en gros, on dit qu'on tourne dans le nœud AV. On envoie une extrasystole en période réfractaire du IS, mais comme le IS est utilisé de façon antérograde via la tachycardie et qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie, eh bien, il y a une collision et la tachycardie, elle, n'est pas du tout perturbée. S'il y avait eu une voie accessoire, une tachycardie orthodromique, eh bien qu'on dépolarise l'oreillette, puis le nœud, puis le IS, puis le ventricule, qu'on remonte par la voie accessoire, etc. Si on envoie une extrasystole précoce ventriculaire en période réfractéricienne, on ne va pas pouvoir remonter par le IS, mais par contre, on va dépolariser en avance la voie accessoire, et donc on va gagner du temps, on va anticiper l'oreillette suivante. D'accord ? Donc ça, c'est la réponse que l'on va avoir s'il y avait une voie accessoire rétrograde septale. Et si jamais on a mal fait notre manœuvre et qu'on envoie une extrasystole ventriculaire avant la période réfractéricienne, c'est-à-dire qu'on met un couplage trop court, eh bien on va pouvoir dépolariser le IS à rétro parce qu'il n'est pas encore dépolarisé puisque la voie lente n'a pas fini de faire son travail, il n'a pas commencé à dépolariser le IS, donc le IS, la porte n'est pas fermée, et du coup on va avoir une anticipation de l'oreillette suivante, non pas parce qu'on a utilisé une voie accessoire, mais parce qu'on a tout simplement utilisé les voies de conduction, parce qu'on a mal fait notre manœuvre.
Donc attention, lorsqu'on fait les extrasystoles en période réfractaire du vice, à bien faire votre calcul ici, jusqu'à combien je peux me permettre de stimuler en avance. D'accord ? Très bien. Donc, on a compris que les ESV en période réfractaire du vice nous permettent d'éliminer la présence d'une voie accessoire rétrograde type Kent septale. Maintenant, on va faire une autre manœuvre, toujours avec la sonde à l'apex du ventricule. On va réaliser un entraînement ventriculaire, donc la mesure du PPI, du post-pacing intervalle. On va stimuler un petit peu plus rapidement que la tachycardie, 10 à 20 millisecondes plus rapidement que la tachycardie. Là, on a stimulé à 320 millisecondes puisque la tachycardie était à 332. On voit qu'on a une stimulation qui est stable, qu'on a bien capturé le ventricule à chaque fois. Et on va mesurer le VA sur plusieurs cycles avant pour vérifier que ce VA est bien stable. Et on mesure le délai entre les oreillettes qui est bien à 320. Ça veut dire que non seulement on a réussi à entraîner le ventricule, mais on a aussi réussi à entraîner l'oreillette. Et ça, c'est très important pour que la manœuvre puisse être analysable. Avec le petit schéma, on a réussi, en stimulant le ventricule, à emprunter le IS de façon rétrograde. La voilante aimerait être utilisée, mais à chaque fois, elle est battue par la stimulation suivante, puisqu'on va plus vite que le cycle de la tachycardie. D'accord ? Et on va ensuite arrêter la stimulation et on va mesurer deux choses. Le post-pacing intervalle, c'est-à-dire l'intervalle de retour entre le dernier V pacé et le premier V en tachycardie, si tant est qu'on a réussi à ne pas arrêter, à ne pas briser la tachycardie, ce qui arrive parfois, mais lorsqu'on stimule juste un petit peu plus rapidement que la fréquence de la tachycardie, cette probabilité reste assez faible, mais elle n'est pas nulle. Et donc là, on va mesurer le PPI, qui ici est à 500 millisecondes. Le PPI corrigé, ça va être 500 moins 332 millisecondes, puisque c'est la valeur du cycle de base. Ou alors, on peut faire la moyenne si la tachycardie a été un petit peu perturbée par la stimulation. Vous voyez que les cycles après ne sont pas exactement à 332 millisecondes parce que les voies de conduction ont été un peu stressées, etc. Et donc, la vitesse de conduction intérieure des voies est un petit peu différente. On peut éventuellement faire la moyenne aussi de ces deux-là. Donc là, ça ferait 328 millisecondes si on fait la moyenne des deux. Donc 500 moins 328, on se retrouve avec 172 millisecondes de post-pacing intervalle. Et donc, il y a une valeur qu'il faut connaître qui est que si le PPI est à plus de 115 millisecondes, ça veut dire qu'il s'agit d'une réentrée intranodale si la manœuvre est bien faite, et un PPI inférieur à 115 millisecondes est en faveur d'une tachycardie avec voie accessoire. D'accord ? On se rappelle que le principe du PPI, c'est que plus le PPI est long, plus on est loin du circuit avec notre sonde. Vu que le ventricule ne fait pas partie du circuit dans la réentrée intranodale, c'est logique que le PPI soit long, alors que le ventricule fait partie de la tachycardie dans les tachycardies jonctionnelles avec voie accessoire, et donc c'est logique que le PPI soit plus court. D'accord ? Et l'autre mesure que l'on va faire, c'est le SA moins VA, donc le délai entre la stimulation et l'oreillette entraînée ici, qui est à 155 millisecondes, moins le VA, donc la durée entre le ventricule et l'oreillette issienne, qu'on avait mesuré à 0. Donc ici, le SA moins VA, eh bien, c'est 155 millisecondes. Là, on avait utilisé à tort la durée du VA en utilisant la mesure sur le canal du sinus coronaire au début, mais on a dit qu'en fait, le VA était à 0. Donc 155 millisecondes de SA moins VA. On est au-delà du seuil, pareil, qui est décrit dans les papiers, qui est de 85 millisecondes. Donc là, on a nos deux critères. PPI long, supérieur à 115 millisecondes. SA moins VA long, supérieur à 85 millisecondes. Ceci permet d'exclure la présence d'une voie accessoire à nouveau septale. D'accord ? Et la dernière chose que l'on va regarder en plus, ça va être le pattern de retour, parce que là, pour le coup, ça va nous permettre d'éliminer une tachycardie atriale. On va regarder comment se passe la séquence d'activation. Eh bien, on voit stimulation, dernière stimulation, oreillette, d'accord, puis ventricule et oreillette en même temps. Donc, on dit qu'il y a un retour en V, puisque c'est la stimulation, A, puisque c'est l'oreillette, et V, puisque la première ensuite déploration, c'est le ventricule, et ensuite à nouveau l'oreillette rétrograde. D'accord ? Donc on dit qu'on a un retour en V, A, V, et ça c'est en faveur d'une tachycardie jonctionnelle, soit
orthodromique sur voie accessoire, soit réentrée intranodale, mais on a vu qu'entre les deux, on avait nos critères pour la réentrée intranodale. Et ça nous permet d'exclure la présence d'une tachycardie atriale, comme on le verra dans d'autres cas, puisque si c'était une tachycardie atriale, on aurait V, A, puisqu'on aurait à nouveau un cycle de tachycardie atriale, V, puisque dans la tachycardie atriale, c'est l'oreillette qui drive le ventricule. Donc si c'était une tachycardie atriale, on aurait un retour en V, A, V, alors qu'ici, on a un retour en V, A, V. Donc il s'agit bien d'une tachycardie jonctionnelle. Donc là, grâce à ces deux manœuvres, extrasystole ventriculaire en période réfractaire du VIS et post-pacing intervalle avec entraînement à l'étage ventriculaire, on a pu dire qu'il ne s'agissait pas d'une tachycardie atriale puisqu'on a un retour en VAV, qu'il n'y avait pas de voie accessoire latérale gauche puisque le sinus coronaire s'active en 3-4 en premier, qu'il n'y avait pas de voie accessoire septale ou droite puisqu'on a un PPI qui est long à plus de 115 millisecondes et qu'on a un SA-VA qui est long à plus de 85 millisecondes, et qu'on confirmait le tout puisque nos extrasystoles ventriculaires en période réfractaire du VIS n'anticipent pas l'oreillette. Avec tout ça, on a le diagnostic de réentrée intranodale. OK. Donc, on garde en tête que pour diagnostiquer une réentrée intranodale, on trouve un saut de conduction à l'état de base. Encore une fois, on a dit que c'était une condition presque nécessaire, mais pas complètement, et que ce n'était pas une condition suffisante. On montre qu'il n'y a pas de voie accessoire. Il peut y en avoir une bystander, mais encore une fois, c'est rarissime. On montre qu'on a un VA inférieur à 60 millisecondes en tachycardie en ayant bien mesuré le VA comme il faut. On montre que les ESV en période réfractaire du VIS n'anticipent pas l'oreillette, puisque le IS est la seule voie entre les ventricules et les oreillettes. On montre qu'il y a un retour en VAV ou VAHV si on a une sonde sur le IS lorsqu'on entraîne le ventricule. Et on montre qu'on a un PPI long à plus de 115 millisecondes lorsqu'on entraîne à l'apex et qu'on a un SAVA à plus de 85 millisecondes. Voilà comment on fait le diagnostic endocavitaire de réentrée intranodale typique. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de manœuvres à faire. Il suffit de mesurer le VA et de regarder l'activation du sinus coronaire pendant la tachycardie, de faire des ESV en période réfractaire du VIS et de faire un entraînement ventriculaire. Je vous conseille de faire d'abord les extrasystoles en période réfractaire du VIS parce qu'il y a beaucoup moins de risque de casser la tachycardie avec cette manœuvre-là que de commencer par l'entraînement ventriculaire, qui est celui qui donne le plus d'informations, mais qui a le plus de risque de casser la tachycardie. Donc, si cette dernière a été difficile à induire, moi, je vous conseille d'abord de faire les extrasystoles en période réfractaire du VIS, comme ça, au moins, ça vous donne des informations. Et on fait le PPI en dernier. Comme ça, si jamais on a cassé la tachycardie, au moins, on a déjà des informations utilisables. Voilà. Et il faut savoir qu'il n'est pas du tout rare d'avoir besoin d'induire plusieurs fois la tachycardie pour faire plusieurs entraînements et pour avoir au bout d'un moment un entraînement qui ne casse pas la tachycardie et qui permette de faire la mesure du PPI. Il faut savoir aussi que si jamais vous cassez la tachycardie à cause de votre stimulation, vous pouvez quand même mesurer le critère SA-VA, puisque le critère SA, vous l'avez sur la dernière stimulation, si tant est que l'oreillette est bien capturée, et le VA, vous l'avez via la tachycardie à un autre moment. Donc le critère SA-VA est utilisable même si vous avez cassé la tachycardie, alors que bien sûr le PPI n'est utilisable que si la tachycardie n'a pas été cassée. Donc ça, c'est aussi un critère que l'on peut utiliser dans les cas où la tachycardie est vraiment pénible et où à chaque fois qu'on entraîne le ventricule, on la casse. Voilà. Mais on aime quand même vraiment bien avoir un entraînement avec un retour en VAV, ce qui nous confirme qu'il s'agit bien d'une tachycardie jonctionnelle et pas d'une tachycardie atriale. Donc parfois, on s'acharne un petit peu à réussir à entraîner la tachycardie en la déclenchant plusieurs fois et en répétant la manœuvre d'entraînement. Voilà pour cette deuxième vidéo sur la réentrée intranodale. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons comment on fait l'ablation d'une voie lente.